Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, épisode 6, dans des conditions apocalyptiques quasiment pour ce que Fernand Lopez. Alors on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas parler de son manque de professionnalisme. Il est arrivé hier à Paris, décalage horaire, pas de décalage horaire qui compte. Aujourd'hui à 14 heures, il sera à l'entraînement du MMA Factory et là, il est... Hier déjà, j'étais à l'entraînement. Hier déjà, oh là 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 là, mais rendez-vous compte, ce monsieur, rien ne l'arrête, pas même le décalage horaire. Et là, il est présent dans King Energy. Bon bah bonjour le King. Bonjour Deji, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Eh bah plaisir partagé. Alors on va commencer bien évidemment. Je sais, ça fait quoi? 3 semaines que tout le monde te pose la question. Cyril Gane, mais il y a eu le main event, son premier à l'UFC, victoire par décision unanime face à Jairzinho Rozenstruik, 50-45, 50-45, 50-45. Bah évidemment, qu'as-tu pensé de cette performance? Forcément, je suis obligé de te poser la question. C'est dur parce que, enfin, j'en peux plus. mais on a fait un boulot pendant longtemps et donc c'est satisfaisant d'arriver au bout. Belle performance de Cyril Gane. Maintenant, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que je vais tout de suite mettre le pied dans le plat. C'est Voilà. que, contrairement à ceux qui sont complètement dithyrambiques sur le combat, il faut qu'on soit clair. Ce n'était pas le combat le plus excitant qu'on ait vu, chez les poids lourds notamment. Quand on sait que chez les poids lourds, on a toujours cette tension-là qui est... Alors, je comprends hein, ceux qui sont archi... proche, la communauté française était sous tension max parce qu'on sait que sous un seul coup, l'adversaire Jairzinho aurait pu basculer les choses. Et donc, cette tension fait que la perception qu'on a du combat, c'est un combat où on ne s'ennuie pas, par définition. Mais ceux qui ne sont pas hyper attachés ni à Jairzinho, hyper attachés ni à Cyril Gane, puisque ce sont des jeunes prospects, n'ont pas eu la même perception parce que le cœur n'est pas mot de suspense de malade où si le gars tombe, c'est une catastrophe pour nous. Si, voilà, c'est cette perception-là qu'il faut avoir. Et in fine, ce qui a élevé le niveau de cette discussion et mis la lumière sur le fait que ce ne soit pas le combat le plus excitant, c'est la lecture de jeu du boss. Et il est très important de faire un breakdown dessus, de faire comprendre aux gars que le décodeur qu'on a entre l'émetteur qui est le combat, le camp d'entraînement de Jairzinho et de Cyril, le récepteur qui est au final, qui est le spectateur qui a payé le pay-per-view ou éventuellement le boss qui fait son émission. Il y a au milieu un décodeur qui peut être en déphasage. Ce que je veux dire par là, c'est que la lecture de jeu que nous, on a, les amis, les fans, la famille, la team, c'est une lecture de jeu purement sportive. Sportivement parlant, masterclass. Cependant, la lecture de jeu du boss de l'organisation est une lecture de jeu où c'est la symphonie du dollar. C'est que concrètement, là où le week-end d'avant, tu as Derrick Lewis qui affronte Curtis Blade et tu vois les chiffres que ça fait en termes de pay-per-view parce qu'il y a eu ce upset et parce que les odds ont été battus, ça fait boum. Mais encore une fois de plus, il n'a pas, je ne le vois pas en mode très critique, moi, du truc. Je vois quelqu'un qui est déçu, en fait, d'un espoir qu'il avait. Il est déçu, pas forcément très critique. Et cette déception, je la comprends quand je mets la casquette de directeur sportif d'Ares. Parce que de mon point de vue de promoteur, j'ai envie que chaque athlète qui sort de ma cage soit sous une civière ou fatigué à mort parce qu'il a tout donné. Et quand on voit que Cyril sort, même s'il a dominé largement le 4e mondial, le 3e mondial à l'époque, ça fait chier de le voir sortir beau gosse, quoi. C'est qu'il sort beau gosse, il n'est pas blessé, aucune transpiration, il n'est pas essoufflé à l'interview. Tu te dis, bon, tu pouvais pousser encore un peu la machine pour aller chercher à finaliser. Et cette lecture de jeu-là, nous, on ne la comprend pas, nous qui sommes les proches, parce qu'on se dit, mais
il y a la ligne, il y a la vie en ligne, quoi. C'est-à-dire que s'il prend un marteau comme Curtis Blade a pris, on ne sait pas quand est-ce que Curtis Blade revient. Donc, du coup, il y a cette lecture de jeu-là qui est un peu déphasée. Mais purement parlant de la performance elle-même, je voudrais aussi défendre Jerzino. C'est très compliqué. C'est que tout le monde s'acharne sur le fait qu'il a été nul. Il n'a pas été. Mais vous allez remarquer, il faut qu'on s'y habitue. À chaque fois que vous aurez un adversaire pour Cyril, vous allez remarquer qu'à la fin, on va trouver l'adversaire très faible. Ça a commencé tout au début de sa carrière avec un mec qu'on appelait Adam Daeshka. C'était le mec le plus grand prospect en poids lourd que n'ait jamais eu le Canada. Il était sur la liste pour être à l'UFC en passant par le Contender Series. Et il faisait son dernier combat avec Cyril Gane. Il était sur une série de 7 victoires par KO. Et après le combat contre Cyril Gane, Kung Fu Panda a été confondu par un gros mec qui ne sait pas faire le sport, qui n'a rien à voir là, et qui s'est fait marcher dessus par un mec qui avait un seul poumon. Et c'est cette lecture de jeu-là qu'on aura très souvent parce qu'on a ce mec qu'on rend ridicule, l'adversaire qu'on rend ridicule parce qu'il est tellement dépassé par les choses, mais c'est même pas qu'il est dépassé par la puissance, c'est qu'il est annihilé par le langage corporel de Cyril Gane. Faut qu'on comprenne que très tôt dans l'événement, on a annulé toutes les armes possibles. Première arme, calf kick. Low kick très bas de la part de toute l'équipe de l'ITT. On a vu que le jeune collègue de la même équipe que Jerzino qui combattait sur le même événement, Munoz, a commencé tout de suite à tuer son adversaire, Jimmy Greva, avec des calf kicks. Nous, dans les vestiaires, on regardait et on s'est dit, c'est ce qui va nous arriver. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'attend même pas qu'il le fasse. On entre en latéralisation et on met l'oblique kick, donc ce qu'on appelle le side kick, sur le genou de Jerzino pour qu'il ne puisse pas sortir de kick du tout. Et ça a marché tout de suite. Pas de kick de la part. Ensuite, la plus grosse arme de Jerzino, qui est son crochet gauche, on l'a annihilé tout de suite avec cette touche sur le bras de Jerzino constamment. Cyril allait jusqu'à prendre le poignet de Jerzino et le garder dans sa main. Donc, à partir du moment où on annule le mouvement qui est le plus rapide et la contre-attaque de Jerzino, il n'avait plus de moyen d'attaquer. Il lui restait quoi? Le bras arrière. Le bras arrière, c'est son arme la plus lente, donc facilement visible par Cyril. À partir de ce moment, Jerzino s'est senti gravement en danger. Il ne pouvait plus avancer et c'est ce qui se passe très souvent. Quand on a vu Tanner Boser combattre contre Cyril, on s'est dit que c'était un mec nul. Et ensuite, à la fin du combat, on a vu la progression de Tanner Boser. On a compris que Cyril a ce langage non corporel qui vient annihiler et tuer le game. Donc, pour sa défense, en fait, à Jerzino, je pense qu'il est compliqué, Cyril, et que la lecture de jeu que je veux donner, en fait, que j'aurais souhaité donner à Dana ou au grand public qui ne le connaît pas, le public ricain notamment, c'est de dire qu'il faut être content d'avoir ce genre de profil à l'UFC. C'est-à-dire que, attention, avoir toujours quelqu'un qui peut venir et mettre rapidement une soumission en 30 secondes, rapidement un KO en 15 secondes, c'est magnifique pour la division. Et la division des poids lourds en a plein. Ce qu'on n'a pas, ce sont des personnes capables de changer la garde toutes les 30 secondes, capables de faire un langage corporel qu'on ne comprend pas, capables de bombarder des high kicks qui sonnent l'adversaire, de bombarder rapidement des bras au corps, de bombarder des overhands, d'aller faire des amener au sol. On est sur un mec qui n'a que 8 putains de combats. Soyez tolérants. Il a 8 combats. C'est simple. Les adversaires de Cyril Gane ont respectivement 81 combats, 81 victoires contre 14 défaites. Le total des adversaires de Cyril Gane, 81 victoires contre 14 défaites. C'est quelque chose de jamais vu. Cyril Gane a 8 combats. Il n'a jamais combattu en amateur. Son premier combat, c'était directement professionnel. 8 combats et il est classé 4e mondial. OK? Les chiffres du classement sont 4e mondial. OK? 4e mondial à 30 ans. Au-dessus de lui, on a Derrick Lewis qui est classé, qui a 36 ans. On a Francis au-dessus qui a 34 ans. On a au-dessus
Stipe Curtis Miocic, Blades qui a aussi. 38 ans, Curtis Blade qui est au-dessus. Bon, voilà. Il n'a que 30 piges et je pense que on doit, moi, en tout cas, je dois reconnaître mes erreurs qui étaient celles de n'avoir pas anticipé comment finaliser quelqu'un qui est sur le reculoir et qui est sur la défensive. Le Oui, parce que tu next as été step, très vocal quand même lors du combat. On t'a beaucoup entendu. c'est ça. Être vocal veut dire que je veux finir le combat. C'est très clairement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, boring fight ou un combat où on s'ennuie, c'est un combat où le gars ne veut pas aller chercher la finition. Mais jusqu'à la quatrième, à la fin du quatrième round, j'ai une conversation claire avec Cyril. On est bien. Il n'y a pas de raison d'aller prendre les risques. Qu'est-ce que tu en penses, coach? J'ai dit non, il faut que tu prennes le risque. On est obligé, il faut que tu avances un peu plus. Il faut que tu pousses un peu plus. On peut le soumettre. Pas prendre le risque d'aller mettre ta tête dans un étau où tu vas prendre un mauvais KO, mais il faut qu'on ait cette amenée au sol. Et en gros, l'amenée au sol a été annihilée par quelque chose, un détail qu'on n'a pas vu. Les coups de coude sur le côté de l'oreille de Cyril. Il a été très efficace dessus, Jairzinho. À chaque fois que Cyril se positionnait pour attaquer, pour faire son single leg, et donc bien verrouillé afin d'amener de créer un déséquilibre, tout de suite, il martelait rapidement les coups au niveau de l'oreille. Et on sait que cette partie-là de l'oreille interne, avec les capteurs de Golgi et tout, les cristaux qui sont à l'intérieur peuvent être perturbés, créer un déséquilibre et éventuellement créer un chaos. Et donc, rapidement, Cyril se réadaptait, relevait sa tête et sortait de ce single leg. Mais parce qu'on savait que si on avait eu ce single leg, on aurait eu probablement un display au sol. Donc, voilà, je suis content de la progression de Cyril. Voilà un jeune qui a commencé il y a 3 ans et qui est juste quasiment à la tête du monde, quoi. Enfin, il est au top, il est dans le dernier carré. Tu as compté Curtis Blade, on n'est même pas sûr que dans le spot, prochainement, on puisse l'avoir dans les 6 prochains mois. C'est-à-dire que même s'il est classé devant Cyril d'un rang, on considère que devant lui, il n'y a que des règles 8 et Francis, C'est clair. clairement, en ce moment. Donc, ça veut dire que le petit, il a fait une belle progression et que on tient quelque chose. Le monde du MMA tient quelque chose qui apporte une diversité. Un fight IQ de ce niveau, c'est complètement rare. Et donc, c'est intéressant de l'avoir parce que ça crée de la diversité dans la division. Et je suis déçu du fait qu'on n'ait pas, comment dire, qu'on n'ait pas séduit le grand public qui est celui qui va payer le pay-per-view sur l'international, même si on a l'impression qu'on a séduit quand même le public français dans la globalité. On a l'impression que les retours que j'ai, c'est cela. Mais voilà, je suis très satisfait de ce qu'il a fait et je suis aussi satisfait qu'il soit conscient, Cyril, qu'on a de la progression à faire. On a de la marge à faire. On travaille dessus pour pouvoir progresser. Et plus globalement, toi, en tant que coach, ce sera mes 2 dernières questions sur ce sujet, et puis ensuite, bien évidemment, on passera à autre chose. Il y a énormément de personnes, après le combat, qui ont loué la performance de Cyril, mais aussi qui ont dit Fernand Lopez, masterclass avec un game plan aux petits oignons. Toi, justement, sur ce plan de jeu, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, où tu es particulièrement fier de te dire, ça j'avais vu, et effectivement, on a appliqué ça à la lettre? Parce que, bien évidemment, il y a la performance de Cyril, mais il y a aussi tout ce que vous avez préparé en amont. Ça, les images vont parler d'elles-mêmes. On a eu l'honneur d'avoir avec nous ton cher collègue Rust. Et donc, on sait qu'il a quelques images intéressantes qui vont certainement parler d'elles-mêmes, où on a quasiment tout anticipé. C'est tellement rare d'avoir des jeunes qui soient capables de respecter un game plan à la lettre. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La plupart des personnes, quand elles ont 8 combats, ne rêvent même pas de l'UFC et combattent dans une organisation locale, dans un pays quelque part. On a un mec qui est en main event de l'UFC, main event avec 8 combats. Et il respecte religieusement la stratégie. C'est compliqué d'avoir plus parfait que ça. En termes comment dire, en termes de coachabilité, il est
tellement coachable qu'il est capable de faire la conversation avec moi en temps réel pendant qu'il prend des coups et qu'il met des Donc coups. ça, oui, il l'a capable. vraiment fait. Il l'a vraiment fait Oui, parce qu'à la télé, on ne le voyait, on ne l'entendait pas, ça. oui, il a vraiment fait la conversation de dire, OK, là, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? On fait quel choix? Et il le demande en temps réel et c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant de relâchement. Comme je te dis encore, c'est simple pour pouvoir expliquer les détails. C'est que, première chose, mise en place au big kick et tout ce qui est coup de pied rectiligne en mode front kick type pour pouvoir stopper l'avancée en jambe. Deuxième chose, anticiper et annihiler le bras avant qui est le crochet le plus rapide. Troisième chose, aller chercher à mettre en danger Rosenstruik à chaque fois qu'il essaie de faire une offensive. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Rosenstruik décide de foncer, il se retrouve face à une amenée au sol. C'est l'une des méthodes de défense qu'on a jugé utile de mettre. C'est-à-dire qu'on met en place une lutte qui n'est pas simplement une lutte offensive, mais une lutte défensive. À chaque fois que tu avances, il y a un changement de niveau qui t'oblige à ressortir. Et si tu ressors, tu te remets dans la jambe, la distance des kicks, et tu reprends les kicks dans la bouche. Et donc, du coup, très rapidement, les gens ne se rendent pas compte, mais Rosenstruik était perdu en se disant, OK, maintenant, je fais quoi? Comment je me réadapte? J'essaie d'avancer, le mec prend ma jambe. Je me bats comme un lion, je sors d'une amenée au sol, je me dis, tiens, j'ai eu la chance, je m'en suis sorti. Je me mets à distance, il se met à me découper petit à petit. Enfin, c'est très complexe à mettre en place et ça a été respecté scrupuleusement. Il a essayé au maximum de finaliser. Mais encore une fois de plus, c'est pour ça que je dis attention. Quand vous verrez en vidéo le nombre d'heures qu'on a passé à lutter, le type de projection que Cyril Gane est capable de faire à son niveau. Le mec vient du Muay Thai, mais le type de la bascule qu'il a faite à Rosenstruik qui est beaucoup au-dessus du Kental et lui faire faire une telle bascule au point de pouvoir lui faire faire une galipette sur un petit geste et tout, c'est un niveau de lutte vraiment élevé. Et malgré ça, avoir une défense de lutte correcte de la part de Jairzinho, c'est quelque chose à ne pas lui enlever. Et je dis qu'il faudrait qu'on s'y habitue, pas qu'on s'y habitue au combat ennuyeux, parce que le camp du MMA Factory a décidé de vraiment revisser un tout petit peu, tourner un coup de vis encore un peu sur, rester un peu plus dans la boîte, un peu plus, juste ce qu'il faut pour faire la bonne guerre, mais sans se mettre trop en danger. Et pendant que je te parle, j'ai eu le message de King Molawal qui vient de tomber sur mon... Là, tout de suite, là, le clic que tu as entendu, c'est le coach de Rosenstruik Jairzinho, le coach de lutte de Rosenstruik qui vient de m'envoyer un message. King Molawal, le combattant, l'ancien combattant. Complètement. Voilà. Qui me dit « Great fight, coach ». Oh là là. Donc, je suis tenté d'envoyer les captures d'écran de ce message. C'est fou ce qu'il vient d'écrire, tu vois. Et en gros, ce qu'il dit, c'est King Molawal dit tout de suite sur mon téléphone, Great fight coach, Cyril was sharp and surprised us. Et voilà, il était assez préparé, affûté et il nous a surpris. OK? Donc, c'est très intéressant d'avoir ça. Je ne sais pas si on va pouvoir. Alors, malheureusement, on voit. Ah si, ça y est, les gens ont vu. Les gens ont vu. Voilà. Ils pourront appuyer sur pause. Ouais. Voilà. Donc, grosso modo, on a ce combat-là qui était un combat assez correct, où il a donné le meilleur de lui-même, où sur les chiffres, il a dominé. Pour vous rappeler les chiffres concrètement, et pour que vous compreniez que l'adversaire était annihilé, il y a eu 3 rounds où pour la première fois, on a eu quelqu'un qui fait des chiffres à un seul digit, quoi. C'est-à-dire que premier round, il met 8 coups. Deuxième round, il met 6 coups. Cinquième round, il met 5 coups. Comme Junior Dos Santos, hein, d'ailleurs, voilà. Cyril. Voilà. Et sur ces mêmes rounds, Cyril va scorer 27, 29, 29. En termes de coups efficaces qui sont rentrés. Cyril va scorer 3 amenés au sol. Cyril va scorer une domination complète sur tous les rounds. Donc,
statistiquement, on ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé. On ne peut pas dire qu'il n'a pas... et on est en train de parler de Rozenstruik. Qui aurait pu croire qu'on puisse se mettre devant ce mec, quoi? Enfin, qui aurait pu croire qu'on puisse tenir? Les commentaires étaient en mode, c'est mort, il est mort, il va se faire expédier. Voilà. Et donc, soyons juste un peu patients. Laissons au bon gamin le temps de pouvoir mûrir, de pouvoir s'améliorer. Laissez-moi le temps en tant qu'entraîneur, de pouvoir améliorer encore la stratégie, mais être sur le bon milieu. Parce que c'est ça qui fait mal à la tête pour un entraîneur. C'est que d'un côté, j'ai comment ça s'appelle? J'ai Nassourdine, à qui on va dire il a manqué un peu de stratégie à Nassourdine et de comment ça s'appelle, de fight IQ pour finaliser à la fin. Quand son adversaire Phil West vient le accrocher, il lui a manqué ces détails et qu'il a boxé avec du cœur et finalement il a perdu. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui dit bon, il a trop été intelligent, quoi. C'est un peu trop, il aurait dû limite être un peu TB pour aller prendre une bonne cacahuète, ça faisait un beau combat. Donc c'est complexe. C'est complexe ce truc-là et encore une fois de plus, je profite de l'occasion pour féliciter ma team et tous les sparring, tous ceux qui ont donné notamment Alan Bodo. Franchement, qui revient le 22 mai. Alan Bodo qui revient. Alan Bodo, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un sparring qui a montré complètement ce qu'il était capable de faire. De donner tout ce qu'il pouvait pour aider en imitant complètement Jairzinho, mais qui a beaucoup appris du coup. C'est-à-dire qu'on a en une pierre deux coups, quoi. Il est méconnaissable. Alan Bodo est méconnaissable. En termes de prépa physique, il est monstrueux. En termes de fight IQ, passer quasiment 2 mois à bouffer du Cyril Gane, ça te transforme. Et donc, je suis tellement excité de le voir contre... Non, je ne vais pas dire, je n'ai pas le droit de le dire. Ce sera un Brésilien, Ouais, mais en tout cas, c'est déjà, il y a plein de rumeurs qui sont déjà là. Je pense même que sur Tapologie, c'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé, effectivement. Oui. Voilà, mais j'attends que l'UFC fasse l'annonce ou d'ailleurs que Management Factory fasse l'annonce. Mais moi, je ne vais pas le faire directement. En tout cas, on sait que le 22 mai, il revient et c'est quelque chose de bien. Ok, mais bah, formidable pour Alan. Dernier point pour Cyril, bien évidemment, parce qu'on sait, Fernand, drop some bombs ici et là. Bah, la question qui se pose maintenant, c'est quand va-t-il revenir et surtout contre qui? Parce que Fernand Lopez est head coach, mais aussi manager. Donc, c'est un petit peu lui qui détient les clés du MMA français, tout simplement. Parce que là, quand même, ça va être très, très, très suivi pour le retour. Toi, tu aimerais bien le revoir contre qui? J'aimerais le revoir contre celui qui est en route pour la ceinture. Ça veut dire que, très concrètement, je ne vais pas me battre à chercher un nom. Quels que soient les noms, on va tous se les faire. Il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a pas moyen d'esquiver quelqu'un chez les poids lourds. Tout le monde va taper tout le monde, se taper tout le monde à un moment donné. Et je préfère tomber vers l'avant. Très concrètement, aujourd'hui, vers l'avant, ce qui est... Volkov est classé derrière Cyril. Devant Cyril, il y a Curtis Blade, il y a Derrick Lewis. Et donc, c'est ces deux-là qui seraient intéressants. Ça m'étonnerait que Curtis Blade soit sur pied avant 6 mois. Ça m'étonnerait. Et donc, vraisemblablement, on pourrait tomber sur un Derrick Lewis. Voilà, vrai. C'est qui serait un combat assez rapide, cependant, un combat pas en main event, parce que Derrick Lewis ne veut plus faire du 15 minutes. Non, mais je pense qu'il le mettrait quand même en main event, tu vois. D'un Fight Night, ce serait un beau Fight Night pour l'UFC. Même en Fight Night, ils vont quand même demander, ils vont quand même vouloir du 5x5. Oui, ah bah bien sûr. Et Derrick, lui, ne veut pas du 5x5. En tout cas, à suivre, mais Derrick Lewis, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a tweeté ses petits yeux là sur le côté pour dire qu'il y avait un intérêt en tout cas de son côté, donc à voir pour la suite. Bien, mon cher Fernand, il y a aussi ce week-end un événement particulièrement... Ah, tu veux peut-être répondre? Non? C'est bon? Parfait. Un événement particulièrement chargé et dense avec Israel Adesanya et Jan Blachowicz, UFC 259, prélim sur l'UFC Fight Pass, main card sur RMC Sport. Bon,
Là, la question, c'est la montée d'Israël Adesanya, qui t'inspire énormément par son style, qui a lui aussi fait une petite révolution à l'UFC par sa science des déplacements avec sa team du City Kickboxing, également Alexander Volkanovski, Dan Hooker, mais là, il s'attaque au champion light heavyweight. Alors toi, comment est-ce que tu le sens tout ça? Surtout pour quelqu'un qui, donc là, va monter de catégorie, même s'il a déjà combattu dans des catégories supérieures. C'était en kickboxing et en boxe anglaise, si je ne m'abuse, mais là, c'est différent puisqu'on est en MMA. Euh, je pense que c'est un pari facile pour Israël. Enfin, Oh. oui, j'ai envie de faire le mec, on pourrait faire les mecs qui réfléchissent beaucoup Non, et mais moi qui. aussi, je suis confiant. Moi aussi, je suis Voilà, confiant. Hormis accident, ça devrait bien se passer. voilà. C'est-à-dire que c'est très compliqué. C'est un bon contreur, Yann Blagovic, mais il faut que tu fonces dessus. Il C'est faut que ça. faut que tu fonces, quoi. S'il y a le style toucher, ne pas être touché avec des déplacements comme il est fait, très compliqué. En face, on a quelqu'un qui est un bon lutteur. Hein. C'est une black belt, solide black belt de JJB, Yann Blaovic. Son game plan, c'est simple. Amener et garder. Amener, c'est un problème, mais garder, c'est un autre gros problème encore. Garder Israël Adesanya au sol. Je ne pense pas que ça va être fait. J'ai beau regarder dans tous les sens. Je ne te parle pas de poids, de puissance ou quoi, mais j'ai vu des mecs comme Derrick Brown, comment il s'appelle Derrick Bronson. Derek Brunson, ouais. Derrick Bronson, Contre Adesanya? qui est un NCAA deuxième division, donc c'est la deuxième division de la lutte universitaire aux États-Unis. Je l'ai vu mettre du body lock, contrôle deux bras dessous sur Israël Adesanya et ne pas l'amener au sol. Il est compliqué à amener au sol. Et je te dis, Derrick Bronson dont on parle, il est déjà, je pense qu'il est passé ceinture noire de chez Renzo Grassi. C'est vraiment quelqu'un qui est solide au sol et il n'a pas trouvé la solution vis-à-vis d'Adesanya. Même s'il n'a pas la même puissance que Blachowicz, mais il est un peu plus technique que Blachowicz en termes de lutte pure. Non, je ne vois pas la magie se passer. J'aime bien les changements, j'aime bien tout ce qui est renouveau et quand un champion reste longtemps champion, au bout d'un moment, on s'ennuie. C'est pour ça que je croise les doigts pour que chez les loups, par exemple, que Francis gagne, parce que le changement, ça fait du bien. J'aimerais que il y ait une surprise de la part de Blachowicz, c'est champ versus champ, mais j'aimerais qu'il y ait une surprise et que le champ, qui est le nouveau champ, Blachowicz, puisse battre l'ancien champ, même s'il est ancien dans les 84 kilos, mais plus le détrôner, je ne pense pas. Je pense que ça va se faire calmement. Maintenant, si ça se faisait, ça pourrait changer les choses. Beaucoup de choses. Ça pourrait avoir des impacts sur la suite. Sur la Sur la catégorie catégorie des poids lourds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Yann Blachowicz venait à battre Silbender, Israël Adesanya, il se pourrait que l'ego de John Jones soit touché et qui se disent bon, je reste chez moi et je vais mettre une vraie masterclass à Yann Blachowicz avant de bouger. Et même l'inverse, non? Même l'inverse, c'est-à-dire que peut-être même plus l'inverse, c'est-à-dire que ce serait plus excitant pour lui parce que s'il monte en poids lourd, on est d'accord que c'est quasiment impossible que Israël le suive en poids lourd. Ouais. Cependant, si Israël fait une masterclass et donc du coup devient hyper médiatisé parce que double champ, ça pourrait être tentant pour John Jones d'aller faire le Highlander, de couper la tête et de récupérer toute la puissance qu'il aura fructifié. Donc, je ne vois pas le miracle se passer, très clairement. Et il y avait pas mal de questions là-dessus la semaine dernière par rapport à ça. Toi, justement, si tu avais un combattant, comme par exemple Nassourdine, qui a fait sa montée, qui est passé de welter à middleweight, à Adesanya, qui a combattu en septembre et qui là combat en mars pour sa montée, est-ce que c'est difficile à gérer tout ça pour un combattant, de se préparer justement au mieux, en plus là, avec tous les enjeux qu'il y a, à une montée de catégorie? Ou en plus là, il passe de 84 à 93, donc 9 kilos quand même.
Il n'y a rien de spécial à faire. Je pense qu'il était dans la continuité d'entraînement. Il va continuer à s'entraîner dans ce qu'il fait. Et c'est juste qu'il faut qu'il y ait, comme il y a une légère prise de masse, je ne suis même pas Mhm. sûr qu'il ait fait de la prise de masse. John Jones fait la prise de masse, mais je ne suis même pas sûr que Israël Adesanya la fasse la prise de masse. Je pense que naturellement, il coupe moins et se pose confortablement. Ça va améliorer ses déplacements, ça va le mettre plus à l'aise. Non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup grand-chose à faire. Dans le cas de Nassoudine, par exemple, qui est monté en catégorie sur les 84 kilos, on n'a pas eu grand-chose à faire. Naturellement, il est déjà correctement musclé, comme Israël Adesanya, et on n'a pas besoin d'ajouter plus que ça de la masse musculaire. On a juste besoin d'adapter sa technique aux personnes les plus lourdes et tout, et puis ça passe. Bien maintenant, nous allons passer au co-main event qui est également extrêmement intéressant entre Yann et Aljamain Sterling. Donc pour le titre bantamweight, où là aussi on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et toi qui regardes, donc oui, Fernand Lopez, une nouvelle fois je le dis, hein, mais n'hésitez pas à aller sur son Instagram et à regarder ses stories pendant les Fight Night de l'UFC. Peu importe l'heure, que ce soit le premier ou le dernier combat, il est là, il regarde tous les événements. Donc je pense que tu as regardé Yann, sa progression qui est absolument stratosphérique. On a l'impression qu'il se passe quand même mine de rien quelque chose. On se dit, c'est peut-être un champion qui est aussi en train de faire évoluer un petit peu le sport face à Sterling, qui lui aussi, à part bien évidemment le KO qui s'est pris contre Marlon Moraes en high kick, mais là, bon, enfin en genou, pardon, mais là, qui peut le blâmer finalement? Personne, en tout cas surtout pas moi, mais qui depuis est absolument monstrueux. On a vraiment une opposition de style entre deux écoles, et là aussi, on se dit qu'il se joue quelque chose, mine de rien, dans cette catégorie. Il se passe quelque chose, ça commence à bouger sérieusement. Le niveau est monté d'un cran. Alors, la particularité de Yann, ce qui m'impressionne, c'est non simplement le changement de garde, mais il ne le fait pas le changement de garde comme Cyril fait le changement de garde. Cyril fait un changement de garde et ensuite il frappe. Yann fait son changement de garde pendant qu'il frappe. Du coup, c'est très compliqué pour l'adversaire pour juger la distance qu'il a couvert en très peu de temps. Il est en droitier, il est normal, et au moment où il va frapper de son bras arrière, il devient gaucher. Quand il frappe de son bras avant, il redevient droitier. Et du coup, il bouffe tellement l'espace, il surprend tellement, et surtout, il optimise sa frappe. Il décupe sa frappe. C'est très compliqué parce que dans mon enseignement à moi, des personnes qui sont débutantes sur le MMA ou en tout cas sur le striking, je leur interdis de changer de garde pendant la frappe parce que ça les expose à un système de... ça ouvre leur système de défense. Je suis très bien en défense de droitier, mais quand je passe en gaucher, ma défense devient perméable. Ça devient dangereux pour moi. Sauf que ce mec est tellement agressif qu'au moment où il change de garde avec sa frappe, où tu recules et tu essaies de fuir au maximum, ou tu vas te faire foudroyer. Parce que voilà. Et ça, c'est le gros problème que va avoir Sterling. Aljamain va avoir la problématique de gérer l'avancée de ce mec. Il va avancer comme un tracteur. Il ne va pas s'arrêter. Il a une très belle boxe. Il frappe comme un sourd-muet. Il avance. Il pose les jalons. Il avance. Et la stratégie, elle est très claire en fait pour Aljamain. Il va devoir utiliser les armes les plus éloignées, utiliser les grands middle kicks pour essayer de fatiguer au corps Yann, et puis finalement arriver à changer de niveau éventuellement, shooter un single leg et l'amener au sol. Parce que je vous rappelle que Aljamain, il est black belt de la team Sarah Exactement. et Longo. Donc, Matt Serra, qui était le mec qui a fait perdre GSP à l'époque, qui a battu GSP sur la ceinture à l'UFC. Et donc, voilà un peu le style de problème. Déjà, il faut que vous compreniez que non simplement il est un black belt de chez Matt Serra, mais il a un niveau de sol, il a fait des soumissions très rares, notamment la Soulwave Stretch. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la Soulwave Stretch, mais c'est une espèce de... C'est ce que a fait Zabit. Exactement. Et c'est ce que lui, il a fait à... Je crois il a fait à... Non, à Staman, celui qui a battu... celui qui a combattu contre notre Français Bah, Tom Duquesne. Tom Duquesnoy, ouais. OK. Donc, il a fait cette technique-là qui s'appelle, comment ça s'appelle? Soulwave stretch,
ou aérodrome, qui est une espèce de technique où ça a été inventé par Amar Soulouev. Je ne sais pas si vous savez. Amar Soulouev, c'est l'un des combattants de la Red Devil à l'époque. Red Devil, c'est l'équipe de Fedor. Et ce mec-là a été impliqué dans des histoires de grand banditisme. Il est décédé en 2016 de suite de, je crois, cancer de l'estomac ou un truc comme ça et tout. Mais en tout cas, ce mec a tellement eu de succès avec cette technique-là en sambo. C'est un Kurde qu'on lui a donné ce nom-là, Soulouev. Et cette technique est tellement rare et lui, il a réussi à la faire en passant par une double Nelson et ensuite, il a pu prendre sa stretch et tout. Et c'est fantastique. Donc, je pense que la solution pour Aljamain, c'est de se déplacer comme il fait d'habitude en boxant avec des longues frappes pour être touché et en espérant que quand Yann devienne très agressif, qu'il puisse le clincher. OK? Pas forcément le clincher pour l'amener au sol, mais au moins le clincher pour ne plus prendre des grosses pêches. Et ensuite, éventuellement, le tirer dans la garde, l'amener au sol pour pouvoir travailler son sol puisqu'il a un bon sol. Et puis, du côté de Peter Yan, ça va être simple. Hein. C'est sport en brawl, hein. C'est je sprawl, je frappe jusqu'à demain. Ça va être aussi simple que ça. Donc, c'est un match qui pourrait aller dans un sens ou comme dans l'autre. Je ne sais pas comment me décider dessus. Je ne sais pas qui va imposer sa volonté. C'est un match qui pourrait aller dans tous les sens. Et donc voilà, et pour le reste de la carte, bien évidemment, on en parlera la semaine prochaine en cas d'upset, parce que oui, il y a bien évidemment le retour d'Amanda Nunes contre Megan Anderson, mais la grandissime favorite Amanda Nunes, il y a également Islam Makhachev qui revient, enfin bref, et même Dominique Cruz qui est sur les prélims, c'est dire la densité de cette carte absolument dinguissime. On va passer aux questions. Là, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va en choisir une, celle peut-être de Michel S. Bonjour, question à Fernand Lopez. À votre avis, Jérôme Le Banner aurait-il pu percer à l'UFC s'il y était allé plus jeune? Oui, je pense que Jérôme Le Banner aurait pu percer s'il avait été plus jeune. Parce que déjà, il a beaucoup d'amour pour ce sport. Jérôme, il a fait beaucoup de sports, beaucoup de différents styles, kick, muay, full, mais il est vraiment tombé amoureux du MMA. Il est tombé amoureux du sol et il n'y a pas plus motivation intrinsèque que l'amour qu'on porte pour le sport. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, je le connais, c'est un ami et je sais qu'il aurait pu percer en tout cas, je sais que si je l'avais connu tôt, je l'y aurais poussé au max, quoi. Si je l'avais connu 15 ans, 10 ans en arrière, je l'aurais poussé dans le top 10 de l'UFC, certainement. Ah là là, bon, bah, une réponse exhaustive et concise de la part de Ferrand. Bon, on a la place pour une dernière question. Une Let's dernière go. question. Avec ou sans public, quelle nouvelle dimension ça apporte au coaching et au combat en général? Sans public, la première des choses, c'est la capacité pour les coachs, les élèves qui avaient du mal à être coachables, de beaucoup plus s'entendre parce qu'ils sont isolés, parce que le son est plus perceptible. Maintenant, moi, ça ne change rien. Avec ou sans public, je gueule comme un putois, de toutes les façons. Donc, j'ai toujours gueulé comme un putois et mes élèves savent qu'ils m'entendent. Et puis, j'ai un accent à couper au couteau de toutes les façons. Enfin, il se distingue de tout le monde et très rapidement, voilà, il y a des avantages à avoir un accent comme le mien. Et très rapidement, on sait que je parle, c'est ce que je dis, donc même dans la foule, on peut m'entendre. Je me rappelle encore à l'époque sur les débuts de Francis, à l'époque sur l'événement de Stéphane Choufoyer, Hatch, au 100% Fight, je me rappelle le public chantait encore avec moi. Merci Francis. En gros, Francis faisait une action et pour lui et pour récompenser ce qu'il avait fait, il était très nouveau, très débutant, vraiment naïf. Je pense que c'était au bout d'un mois qu'on lui avait fait faire le premier combat. Et donc, j'ai ces trucs-là où j'aime remercier en temps réel les athlètes. Et je criais merci Francis. Et il y a le public, quand je disais une action, le public répondait encore merci Francis. Voilà, moi j'aime parler fort pour que je sois audible et que l'on puisse m'entendre. Et le fait d'avoir un public inexistant dorénavant, ça apporte ça. Maintenant,
je pense que c'est le truc le plus effectif sur le coaching. Maintenant, on ne peut plus utiliser le public pour booster les gars. Parce qu'il y a certains athlètes comme Connor à qui tu vas dire en pleine compétition, regarde autour de toi. Regarde juste autour de toi. Regarde comment le public est en train de scander. Ils sont là pour toi, les Irlandais. Il faut que tu donnes tout pour se rendre. Et ça pourrait changer quelque chose. Il y a beaucoup d'athlètes qui fonctionnent avec le baromètre du public. Donc, sur la coachabilité, ça peut aider sur ce qu'on appelle les points d'ancrage positifs, aller chercher ce qui est positif pour le faire avancer. Mais concrètement, voilà, cher J, ce que je peux te donner comme réponse sur le public. Je ne sais pas si tu vois un autre angle à ça. Ah non, mais c'est parfait, c'est parfait. Moi, j'ajouterais que sans public, pour les spectateurs, ce qui est bien, c'est que justement, on peut tout entendre les instructions des coachs, mais aussi quand les combattants se parlent, même le bruit des frappes les impacte. Mais également, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que le public, c'est positif, mais ça peut être négatif de temps en temps, où justement, quand il y a un combat qu'ils peuvent juger ennuyeux, ils vont se mettre à siffler, et les combattants vont peut-être faire des choix qui sont pas très judicieux. Je pense notamment au combat Werdum contre Volkov, où justement on s'ennuie un tout petit peu. Les gens ont commencé à siffler. Werdum a dit je vais brawler contre Volkov, et c'est là qu'il s'est fait cueillir. Donc pour ma part, quand il n'y a pas de public, je trouve que c'est aussi positif. Bien, mon cher Fernand. Donc les petites instructions, oui. Si vous voulez poser des questions à Fernand, ça se passe en commentaire pour la semaine prochaine, parce que là l'épisode était un petit peu court. Teasing. Fernand Lopez va parler du dopage en MMA et dans le sport en général. Ça fait longtemps que vous nous posez la question. Et bien là, ça y est, vous allez avoir une masterclass dessus. Mais aussi, puisqu'on avait une question à ce sujet-là, il va parler d'Ares Fighting Championship. Parce qu'on attend, le retour de cette organisation depuis un moment. Donc voilà, mon cher Fernand, merci comme toujours. Et puis voilà, les épisodes sont les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes. Et je te laisse faire la suite de la réclame. Ouais, la suite, elle est simple. Il y a une cloche, il faut cliquer dessus. il y a abonné, vous vous abonnez dessus. Il y a un pouce, vous mettez le pouce. Et de toutes les façons, si vous n'aimez pas, vous mettez le pouce qui est descendant. Enfin, vous avez le droit aussi. Hein. Le pouce qui est comme ça, vous pouvez le mettre, mais celui-ci, vous pouvez aussi le mettre. Il y a pas de souci. C'est comme ça qu'on avance. Formidable. Merci beaucoup, Fernand. À la semaine prochaine.